Alors il y a beaucoup de lumière, je suis en train de galérer. Je vais être très très illuminée là. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Ça faisait un moment que j'en avais pas tourné. Un petit peu de manque de temps, un petit peu pas trop envie, donc voilà. Et là, j'ai envie de vous partager les dernières lectures que j'ai faites et qui sont plutôt des bonnes lectures. Je crois que je suis dans un bon mood de lecture en ce moment, donc voilà, je vais vous les présenter. Alors, je me suis rendu compte que, en fait, je me suis fait un thème de lecture Lovecraft là ces derniers temps. Donc, j'ai terminé un ouvrage que je vous avais présenté dans une précédente vidéo de James Lovegrove qui s'appelle Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. Donc, c'est un petit livre d'une série de 3 qui mélange les univers de Sherlock Holmes et de Lovecraft. Donc, comme je l'avais dit, l'idée c'est que en fait, c'est une espèce de réécriture des classiques de Conan Doyle, mais en y intégrant de l'univers Lovecraftien. Alors, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais en fait, moi, ça m'a bien plu parce que quand on connaît bien l'œuvre de Conan Doyle, on a vraiment l'impression de petits clins d'œil avec l'histoire originelle, notamment de l'étude en rouge, pour celle-ci, pour les ombres de Shadwell, c'est vraiment l'idée qu'on reprend l'étude en rouge de Sherlock Holmes, et puis en fait, Watson nous dit qu'il va nous raconter la réalité de ce qui s'est passé et pas la version romancée qu'il en a donnée dans les écrits classiques qu'il a publiés au moment de sa collaboration avec Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, je trouve que ça donne aussi un éclairage sur l'univers de Lovecraft et notamment du mythe de Cthulhu ou Cthulhu. Je vous ai déjà dit que je savais jamais le prononcer correctement. Et du coup, comme chez Lovecraft, en fait, le mythe, il est vraiment disséminé dans plusieurs de ses ouvrages. Là, en fait, on a une espèce d'explication de nouveau de ce mythe, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment aussi intéressant. Et voilà, moi, c'est une lecture qui m'a bien plu, c'est une lecture qui m'a pris du temps, parce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et que j'ai lu en fait plusieurs ouvrages en même temps, donc j'avais du mal vraiment à accrocher en fait en passant d'une lecture à l'autre, mais effectivement j'ai du mal à résister au fait de commencer un nouveau livre quand il y a vraiment un bouquin qui me plaît, donc voilà. Mais vraiment c'était une bonne lecture, vraiment intéressante, divertissante. Voilà, j'ai passé un beau moment à lire cet ouvrage-là. Je vais lire les suivants, mais pas forcément tout de suite. Voilà, j'ai trop de choses. Trop de choses dans la liste pour l'instant. Mais clairement, c'est vraiment, on passe un beau moment, c'est bien écrit. C'est vraiment, ouais, il y a un côté un peu nostalgique à retrouver, encore une fois, mais différemment, les personnages de Sherlock Holmes et Watson. Voilà. Et donc, dans le même thème, on m'avait conseillé, je crois que c'était sur le Discord de Camelot Magicadou, une version manga des Montagnes hallucinées de Lovecraft, parce que je cherchais justement une BD qui avait eu un prix aux Imaginales, donc je vous mettrai les visuels. Je ne l'ai pas trouvé dans ma bibliothèque, médiathèque de secteur, mais j'ai trouvé justement l'autre recommandation qu'on m'avait faite sur ce Discord, donc c'est Les Montagnes hallucinées de l'auteur japonais Gu Tanabe. Donc c'est en 2 tomes reliés cuir, c'est vraiment déjà des très beaux objets livres. Donc je les ai plus parce que je les ai rendus à la médiathèque, mais je vous mettrai les visuels. Et donc vraiment, ça a été une très très bonne surprise. Parce que alors moi je lis pas de manga, c'est vraiment pas mon truc. La bande dessinée, j'en lis un peu. Alors bande dessinée ou roman graphique, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les 2 éléments. Si vous êtes un peu au clair au niveau éditorial plus que moi, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre BD et roman graphique, ou roman graphique c'est juste pour ajouter un petit peu de prestance, on dirait, au genre bande dessinée qui est quelquefois un peu dénigré. Donc voilà, dites-moi si vous savez. Moi, je ne sais jamais si c'est BD, roman graphique, si c'est la même chose ou si c'est pas la même chose. Voilà. Toujours est-il que ce genre-là, moi, j'en lis assez peu, des BD et des romans graphiques. Et d'ailleurs, je les emprunte plutôt à la médiathèque parce que c'est vrai que ça a un certain coût. Donc si on veut en lire beaucoup, voilà, ça peut être un petit peu problématique au niveau budgétaire. Et donc voilà, ceux-là, je les ai empruntés et je pense que je vais les acheter parce que c'est vraiment pour moi un classique à avoir. Les visuels sont
le dessin plutôt est vraiment colle tout à fait à l'ambiance des écrits de Lovecraft, ce côté angoissant, ce côté qui va crescendo dans l'angoisse, et je trouve que c'est très bien représenté. Il y a une finesse du trait. Alors voilà, moi j'aime pas forcément tout. Je crois que je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus, que j'ai lu Mathieu Bablet, Shangri-La et Une belle mort. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo plus précise là-dessus. Mais par exemple, ces dessins, je suis beaucoup moins touchée que par exemple les dessins là de cet auteur, parce que y a vraiment une finesse des traits, et en fait le titre halluciné, on a vraiment une représentation hallucinée des personnages qui est, je trouve, très très bien faite. Il y a beaucoup de détails dans toutes les planches, et c'est vraiment voilà, les dialogues, tout est vraiment bien pensé. C'est vraiment, alors, un vrai coup de cœur en fait pour cet ouvrage-là. Et donc Les montagnes hallucinées, l'histoire très succinctement aussi, c'est un classique, donc je pense que vous connaissez peut-être sans doute. Donc on a une équipe de scientifiques de l'université de Miskatonic, donc le lieu emblématique chez Lovecraft, qui partent pour une expédition en Antarctique. Donc les chercheurs avec leurs assistants, et il se trouve que au cours de leurs recherches, ils vont découvrir des éléments un petit peu bizarres qui semblent corroborer l'existence de civilisations préhumaines qui ont été décrites dans le fameux Necronomicon, cet ouvrage qui est détenu à l'université, dans la bibliothèque de Miskatonic, et qui décrit des créatures absolument terrifiantes, mythiques, incroyables. Et donc voilà, ces scientifiques semblent trouver des éléments qui permettraient d'accréditer ces mythes, et donc la question se pose de savoir est-ce qu'ils ne vont pas réveiller quelque chose d'extrêmement dangereux en allant faire ces recherches en Antarctique. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté adaptation graphique. J'ai trouvé ça vraiment très très réussi dans l'univers de Lovecraft, parce qu'en fait, en plus c'est délicat, parce que quand on lit ces ouvrages-là, on se fait soi-même une idée un petit peu de l'environnement, des personnages qui sont, et puis le côté monstrueux, il est décrit sans être décrit. Donc c'est un pari vraiment assez impressionnant que de le représenter de cette manière-là. Et ben, moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé la représentation qu'en a donné cet auteur dans l'ouvrage. Voilà. Donc vraiment un vrai coup de cœur pour ce roman graphique ou ce manga que j'ai lu sur les montagnes hallucinées, les mythes, je crois que c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft, les montagnes hallucinées. Donc voilà, je me suis fait un thème Lovecraft avec la réinterprétation et avec le côté roman graphique. J'en avais lu, voilà, j'avais relu certains ouvrages de Lovecraft, là pareil, empruntés à la bibliothèque. Et bon, si on passe, hein, j'avais déjà dit le côté quand même manifestement raciste de certains de ces ouvrages, ça reste quand même un classique de ce type de littérature. Et là, on voit vraiment, en plus, c'est redit dans le manga, il y a une filiation à Edgar Allan Poe, donc c'est vraiment intéressant, voilà, d'avoir ce côté littérature fantastique mise en valeur comme ça au niveau BD. Alors ensuite, il y a une autre lecture que je connaissais pas du tout, et pareil, qui avait été conseillée, ça avait failli être un choix de lecture commune sur le Discord de Cornelius, qui avait été proposé par Slay, je crois, qui voulait absolument qu'on lise Manège, donc il l'avait commencé, étant donné que moi la lecture commune de l'Assassin Royal me disait pas tellement, donc j'avais commencé Manège. Le pitch de Manège en quelques mots. On suit un groupe de guerriers qui sont sur 2 gabarres, donc ces navires traditionnels qu'on utilise pour naviguer sur des fleuves. Et donc cette troupe est répartie en deux groupes, ceux qui sont sur la grande gabarre, ceux qui sont sur la petite gabarre. Et au détour du fleuve, sur lequel ils sont en train de naviguer, eh bien, en fait, il y a un des 2 bateliers qui remarque un corps immergé, accroché plus ou moins dans des branches, voilà, donc en mauvais état, évidemment, inconscient. Et donc, il le remonte et il le sauve. Et donc, il s'avère que ce personnage en question, c'est Manège.
qui va raconter son histoire à celui qui est le narrateur du livre. C'est un barde. Tout au long de l'histoire, on va apprendre à savoir qui est Manèche depuis sa naissance jusqu'au moment où il est récupéré sur la gabarre de cette troupe de soldats. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque après c'est un petit peu spoilant, mais ce qu'on sait très rapidement en fait dès le début, c'est qu'en fait Manèche c'est un être particulier dans le sens où c'est un enfant des fées, c'est-à-dire que son père c'est un personnage mythique, antique comme on l'appelle dans le roman. En fait il fait des va-et-vient dans le royaume de l'héritage, des migrations que les hommes ne comprennent pas, c'est un être complètement légendaire qu'on ne rencontre jamais, mais en fait au gré de ces remontées du fleuve, il sème des enfants en séduisant des humaines régulièrement et comme ses descendants sont poursuivis par d'autres créatures légendaires qui veulent absolument tuer tous ses descendants, il va à chaque fois déposer ses enfants nouveau-nés devant des monastères, devant des châteaux, chez des personnes dont ils pensent qu'ils vont réussir à protéger ces enfants. Voilà, donc il n'y a pas d'attachement réellement à ces enfants, mais voilà, ils sont découverts régulièrement le long du fleuve devant certaines maisons. Donc ça, ce sont des croyances anciennes qui appartiennent à la culture ancienne de ce royaume de l'héritage, mais qui ne sont plus du tout, dont les nouvelles croyances en fait récusent un petit peu l'existence. Et donc j'ai trouvé que c'était ça aussi qui était intéressant dans Manèche, c'est vraiment le fait qu'on retrouve cette idée de concurrence, de croyances religieuses, de spiritualité, avec les anciennes croyances, les nouvelles croyances. Donc lui, il donne pas ce mot-là, mais en fait, on retrouve bien tout ce qui était de l'ordre des rites païens, des croyances païennes, et puis des croyances de la culture chrétienne lorsque celle-ci s'est imposée sur la plupart des territoires. Et donc on retrouve un petit peu cette idée qu'il y a des personnages antiques, mythiques, légendaires, qui étaient des déités il y a des générations pour ce peuple-là, mais qui ne sont plus considérés comme tels et dont on nie quasiment complètement l'existence, et ça revient à ne pas suivre le nouveau dogme que de croire encore à ces mythes, voilà, tels que le semeur de feu par exemple, et d'autres antiques. Donc c'est ça qui va être développé ensuite un peu plus tard dans le cycle du Sentier des Astres. Et vraiment ça a été aussi là une bonne surprise. Donc c'est un ouvrage qui fait quand même peur parce qu'il est assez énorme, assez volumineux, et c'est une lecture qui, je pense, gagne à être lue en lecture commune. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il y a une lecture commune chez Camelot Magicadou qui a essayé d'intercaler ça dans son Discord avant d'autres lectures communes. Et certains sont en train de lire, et je trouve que, enfin moi je l'ai lu toute seule, et là je lis un petit peu ce que les gens en disent, et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir le faire en lecture commune parce que c'est vraiment un ouvrage qui questionne un petit peu et dans lequel on peut peut-être s'arrêter parce qu'en fait c'est un petit peu différent d'autres types d'ouvrages qu'on a l'habitude de lire. En fait c'est très contemplatif. C'est un premier tome, donc c'est un tome de mise en place. Il peut y avoir ce qui peut être considéré comme des longueurs, mais en fait, si on part du principe que voilà, on se laisse porter par l'auteur qui prend le temps d'installer son environnement, sa création de monde, etc. C'est vraiment intéressant, on passe un bon moment. Alors moi je l'ai lu en même temps que d'autres ouvrages parce que justement j'avais besoin d'alterner avec des choses un peu plus dynamiques en termes d'intrigue. Il y a quand même une intrigue, on est quand même dans le côté, surtout dans le dernier tiers du livre, en fait il y a des choses qui s'accélèrent, et puis en fait il y a plein d'espèces de petites pièces de puzzle qui ont été semées pendant tout le temps de l'ouvrage, et puis hop, on a l'impression que ça commence à s'emboîter
emboîté à la fin. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on a quand même les réponses en fait à pas mal de choses. Il y a des choses évidemment qui restent en suspens, c'est un tome 1. Mais on n'est pas complètement frustré à se dire, bon, en fait, j'ai rien compris, il y a plein de zones d'ombre, etc. C'est pas le cas. On peut se dire ça vraiment dans le début de l'ouvrage, on comprend pas bien certains éléments, on sent bien qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas dites, et puis on se demande à quel moment elles vont être dites. Voilà, ça arrive dans le dernier tiers. Et on sent évidemment qu'il y a d'autres choses qui vont être développées un petit peu plus loin dans les autres ouvrages. Donc moi, je me suis arrêtée à Manèche et je pense que je ne vais pas non plus tout de suite enchaîner avec le tome 2 du Sentier des Astres. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce que disait Lorraine, je crois, de la chaîne Les mots de l'imaginaire. C'est une lecture qui est exigeante. C'est une très belle plume. Stéphane Plateau, c'est un auteur belge, donc francophone. Et on sent vraiment qu'il y a une belle écriture, quelque chose qui est un petit peu recherché comme ça, donc c'est vraiment très très plaisant à lire. Et également, le sentiment que j'ai eu avec cette lecture, c'est que vraiment il y a une richesse du monde qui a été créé. Et moi, à un moment, en fait, je me disais même, on est vraiment en fait dans le côté culturel des pays du Nord, avant que je me rende compte qu'en fait non, c'était un mélange de mythologie nordique, un mélange de mythologie hindoue, en fait c'est un gros syncrétisme culturel de tout un tas de croyances qu'il a utilisé, qu'il a été pioché pour en faire un monde qui quand même est cohérent, ce qui est quand même assez incroyable parce qu'on se dit... on a vraiment l'impression d'être dans les pays du Nord, la sonorité, les noms des personnages, etc. Et en même temps, on a une culture plutôt de type indienne, hindoue, les brahmines, l'idée des castes, entre guillemets, des particularités des personnages. Et en même temps, c'est un monde guerrier, hein, on est en pleine guerre civile, en fait, dans ce premier tome, et donc les protagonistes essayent de trouver une solution pour sortir de cette guerre civile, en essayant de se trouver des atouts, en essayant de se trouver des armes qui vont pouvoir leur permettre de lutter contre le camp adverse qui annexe de plus en plus voilà, tout leur royaume. Donc on a vraiment tous ces aspects-là qui sont mélangés. Et en cours de lecture, j'avais aussi regardé une vidéo j'avais déjà bien commencé Manèche et du coup ça m'a un peu motivée pour continuer parce que c'est vrai qu'il y a des moments où voilà, on se dit bon, ça avance, pas tant que ça, ça peut paraître effectivement un peu long. Et donc j'avais regardé la vidéo de l'Olifant qui parlait justement de Manèche, de sa rencontre avec Stéphane Plateau lors d'un salon. Je crois que c'était Les Imaginales, mais je suis plus sûre du tout. Et du coup, la façon dont elle en parlait, ça m'avait aussi un peu motivée à continuer ce livre. Et elle disait justement que si on voulait connaître vraiment le monde qui en fait est très très construit, on pouvait lire un autre ouvrage justement qui expliquait vraiment de manière beaucoup plus précise le fonctionnement de ce monde, les différents protagonistes entre les deux camps qui s'affrontent, etc. Donc je pense que je vais... Alors évidemment j'ai oublié le nom de cet ouvrage, parce que pour l'instant j'en ai pas besoin tout de suite, mais ça me donne vraiment envie de le lire, cet ouvrage complémentaire qui permet de bien poser les choses, parce que là il y a des éléments de compréhension qui sont arrivés plutôt en fin d'ouvrage, et je me dis qu'en fait ça me permettrait de mieux comprendre tout ce monde qui a l'air très complexe, très construit, et donc très intéressant à découvrir. Voilà, donc je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne idée de le lire avant de commencer Manèche ou pas, et de se laisser un peu porter par les différentes découvertes. Ça peut être intéressant, ça dépend comment on aime lire, si on aime vraiment tout savoir tout de suite, mais du coup ça peut peut-être être un petit peu complexe à comprendre, ou si on le découvre petit à petit en se laissant porter par la plume de Stéphane Plateau. Donc voilà pour Manèche, le premier tome du Sentier des Astres que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, dernière lecture que je viens de terminer aussi, c'est La Porte de Cristal, le deuxième tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Donc j'avais déjà lu la 5e saison il y a quelques mois, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier ouvrage. Vraiment c'était très prenant, et je trouve que c'est en plus assez novateur par rapport à ce qu'on peut lire en science-fiction ou en fantasy. Il y a vraiment des aspects
du coup, maintenant qu'on découvre un peu plus magique des différents pouvoirs des personnages et surtout de tout ce qui est relation au sein de cette société totalement inégalitaire, ségrégative, par rapport aux orogènes, hein, qui sont mis de côté, qu'on essaye justement de contrôler à outrance. Et là, en fait, le deuxième tome, donc je pense que je ferai une vidéo une fois que j'aurai lu l'ensemble de la trilogie. Mais le deuxième tome est vraiment intéressant. Donc j'avais lu que certaines personnes étaient déçues, avaient trouvé vraiment que le premier tome était très très bon, mais que ensuite le tome 2 et 3 l'étaient moins. Du coup j'avais un petit peu cette appréhension, mais en fait j'ai vraiment bien aimé aussi le tome 2. On est moins dans forcément la découverte et peut-être le côté un petit peu euphorique comme ça de ce monde tout à fait particulier. C'est quand même c'est assez particulier. Mais en fait, j'ai vraiment bien aimé le deuxième tome parce qu'on est vraiment éclairé sur pas mal de choses qui n'étaient pas du tout développées dans le premier tome. Voilà, on nous décrivait des phénomènes, mais on ne savait pas comment ça se passait, pourquoi ça se passait. En fait, la limite avec les éléments que j'ai dans le tome 2, il faudrait presque que je relise le tome 1. Et ça m'éclairerait en fait sur certains éléments que j'avais pas bien compris dans le tome 1 et où je me disais en fait ça c'est important, mais je comprends pas et ça va sûrement être expliqué un petit peu plus tard. Donc en fait, pour vraiment comprendre je pense toute la trilogie, sûrement que quand on arrive à la fin, il faut relire. Et si vraiment on veut avoir tous les détails, quoi. Après, on n'est pas obligé de vouloir absolument tout comprendre dans les détails. Mais globalement, voilà, j'ai trouvé que ce deuxième tome nous expliquait beaucoup de choses sur le fonctionnement de certaines des catégories de population, notamment les gardiens, dont on savait quasiment rien dans le tome 1. Les obélisques, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, d'autres personnages qu'on avait rencontrés. Et puis, on a le point de vue aussi d'un personnage nouveau qui est la fille du personnage principal, voilà, qu'on apprend à connaître, à décortiquer aussi leurs relations. Et je trouve que dans la psychologie des personnages, les choses sont quand même, en tout cas pour les personnages principaux, les choses sont quand même assez poussées et on n'a vraiment pas du tout quelque chose de caricatural en termes de description des personnages. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est notamment la description de la maternité entre guillemets et de l'éducation de ses enfants quand on est une mère, et je trouve que bon bah c'est de la science-fiction, ça parle quand même de nous et de notre monde, hein, clairement, même si on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Là en fait c'est un post-apocalyptique et en fait c'est tout simplement c'est des gens qui sont en survie là, c'est pas des gens qui sont en vie, c'est des gens qui sont en mode survie depuis le tome 1, donc on n'est pas du tout dans la logique de notre monde à nous, on n'est pas en mode survie, mais sur la façon dont on éduque ses enfants, la relation éducative qu'on peut avoir avec eux, la relation affective plutôt qu'on peut avoir avec eux, pour les protéger, je te fais du mal mais c'est pour ton bien. Voilà, il y a vraiment eu une vraie réflexion autour de ça dans ce tome-là, et c'était vraiment, je trouvais très intéressant. Moi, ça m'a dérangée parce que ça m'a renvoyé à des choses de mon vécu, mais en fait, c'est tellement vrai. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant aussi de ce point de vue-là. Voilà, donc en cours, les livres de la Terre fracturée, pas déçue par le deuxième tome, et donc je vais commencer le troisième tome dans pas très longtemps. Voilà. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo où je fais un petit peu le point sur les dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez lu ces mêmes livres, ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je pense que je ferai j'annonce, je fais du teasing, je pense que je ferai un petit retour sur ma lecture de Shangri-La de Mathieu Bablet, parce que j'en ai entendu énormément de bien, c'est pour ça que je l'avais lu. J'ai pas encore lu Carbone et Silicium, qui a eu voilà, pas mal de prix, et notamment je crois qu'il est nommé aussi pour les Imaginales. Mais moi j'ai pas du tout été transcendée, mais c'est pas un livre qui m'a
Peut-être que j'en attendais trop, hein, mais en tout cas, il y a plein de choses qui m'ont un petit peu agacée dans ce livre, donc voilà, je voulais faire le point dans une vidéo là-dessus. Donc comme c'était une BD que j'avais empruntée à la médiathèque que je n'ai plus, il faut que je la réemprunte pour pouvoir situer les différents moments qui m'ont interpellée, les choses qui m'ont fait penser à certaines critiques sociales au niveau notamment de la démocratie. Donc ça, c'est intéressant, mais moi, ça m'a paru un petit peu vu et revu, ou un petit peu tiré par les cheveux, ou un petit peu grossier, voilà. Donc je pense que je vais essayer de parler de ça dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, et à bientôt.